Bonjour à vous qui aimez les histoires d'horreur, bonnes ou mauvaises. Qui suis-je? Je suis le baron, mais appelez-moi le baron effrayé. Bienvenue dans mes histoires, mon recueil de nouvelles horrifiques que j'ai sobrement intitulé le Fryaway. Je pense que vous aussi, vous devriez aimer les histoires d'horreur. Vous aimez frissonner. Juste imaginez, éteignez la lumière, ouvrez grand vos oreilles, écoutez ma voix. Je vous plongerai dans des histoires que de vraies personnes ont vécues, du moins en théorie. J'aimerais aussi vous signaler une chose. Les enfants ne sont pas acceptés. Toutes ces histoires sont réservées à un public adulte et averti. Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous conter la première histoire qui s'intitule Rabbit Head. C'était une nuit plutôt calme en ce mois d'août à Rainfield, une petite ville sans histoire, située non loin de l'Arkansas. Chaque personne était chez eux. Les rues étaient d'un calme effrayant. Dans une maison située dans une rue nommée Alnia Street, un drame survint. Une famille de 4 personnes furent victimes de meurtres et de tentatives de meurtre. 2 des 4 membres furent mutilés à la hache, tandis que les 2 survivants s'en sortirent avec seulement quelques blessures. La police fut dépêchée sur place vers 2h45. Ils appréhendèrent le meurtrier. Il fut arrêté. Le meurtrier était l'enfant aîné de la famille, le jeune Brian Fury, âgé de 21 ans. Il s'était levé en pleine nuit, et pour une raison inconnue, il sortit dehors, s'empara de la hache de son père, mit un masque de lapin terrifiant, et décida de tuer toute sa famille. La première victime fut son père. L'homme de 45 ans fut abattu à coups de hache dans le dos alors qu'il buvait un verre d'eau dans la cuisine. Ensuite, il s'empara d'un couteau de cuisine et monta à l'étage. Il croisa son frère, âgé de 14 ans, qu'il poignarda à 25 reprises. Sa mère et sa petite sœur de 5 ans furent les seules à échapper au massacre. La mère cacha la petite dans un placard, puis elle en profita pour appeler la police et attira l'attention du tueur de façon à ce qu'il n'attaque pas la petite fille. Il la pourchassa à travers toute la maison. La mère, pour tenter de s'échapper, lui jeta beaucoup d'objets au visage, dont une chaise, pour bloquer son ascension. Mais malheureusement, arrivée dans les escaliers, elle trébucha, et Brian en profita pour lui porter un énorme coup de couteau à l'arrière de la jambe. Heureusement, la police, arrivée sur place, menée par le shérif Eli Barney, entendirent les cris de la femme de 35 ans provenant de la maison. Il sortit son arme, un revolver à barillet 6 balles, et avec l'aide de 8 autres policiers, ils défoncèrent la porte et l'arrêtèrent juste avant qu'il ne la poignarde en plein cœur. Le shérif s'occupa des blessés, tandis que 3 policiers attrapèrent Brian et le menottèrent avec beaucoup de difficulté. Il se débattait comme un diable, mais les policiers réussirent à le plaquer au sol et à le menotter. Le shérif conduisit la mère et la fille jusqu'à une ambulance qui se tenait juste devant la maison pour les éventuels blessés. Une autre voiture de police arriva au loin. Il s'agissait de Mick Jackson, le shérif adjoint. Le shérif adjoint attrapa son chapeau sur la banquette arrière, puis il se dirigea en courant vers le shérif Eli Barney. « Tu es en retard, Mick. »« Oui, désolé, shérif. J'ai eu quelques problèmes sur la route, et pour rien arranger, ma femme n'a pas arrêté de me casser les noix toute la soirée. »« Oui, je comprends. Elles sont toutes comme ça maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rappelles du gamin Fury? Lequel? Le petit ou le grand? Le grand, Brian. Oui, bien. C'est lui qui est mort? Non, pire que ça. C'est lui qui a pété un câble. Comment ça?
Il a tué son père à coups de hache et son petit frère à coups de couteau. On a réussi à l'arrêter avant qu'il ne tue sa mère et sa petite sœur. Mick regarda derrière le shérif et il vit la mère et la fille assises sur l'ambulance, accompagnées d'un infirmier et d'une infirmière. Il se dirigea vers elle pour lui poser des questions. Cependant, il se fit arrêter par son supérieur. Laisse-les pour le moment, elles ont besoin de se reposer. C'est peut-être l'occasion de savoir comment et pourquoi il a fait ça. C'est pas normal que du jour au lendemain, un jeune garçon pète un câble comme ça. Je sais, mais je te l'ai déjà dit. Attends et après, on s'occupera de ça, d'accord? Mick fit demi-tour à contre-cœur. Les policiers restés dans la maison sortirent avec Brian. Il était silencieux, ce qui inquiétèrent le shérif et Mick. L'un des policiers fit l'erreur de toucher au masque. Et là, Brian poussa un hurlement de colère. Il poussa 3 policiers, même avec les mains attachées dans le dos, avec une force encore inconnue. Il réussit à briser la chaîne des menottes. Il attrapa l'un des policiers et il le tua en lui arrachant la peau de la gorge. C'est Mick qui réussit à l'arrêter en attrapant un anesthésiant dans l'ambulance. Il s'accrocha dans le dos de Brian et il lui planta la seringue directement dans le cou. Son corps se balança de droite à gauche, puis il s'écroula au sol, comme une pierre lourde que l'on jette contre le sol. Les policiers en profitèrent pour le menotter une nouvelle fois et l'enfermer dans une voiture. Mick redonna la seringue aux ambulanciers. Le shérif s'approcha de lui et lui attrapa le col en hurlant. « Tu es content, j'espère. Je t'avais dit de ne pas intervenir. Tu aurais préféré perdre tes hommes. Sois content que je sois intervenu. Il les aurait tous tués sinon. » Le shérif était énervé. Il lâcha le col de Mick, puis il repartit dans sa voiture. Toute la patrouille fit de même, tandis que les survivants partirent à l'hôpital. Dans cette même soirée, Brian fut conduit dans une salle d'interrogatoire avec encore les mains attachées et son visage masqué avec ce masque terrifiant. Ce masque de lapin ensanglanté avec un sourire carnassier et des yeux en boutons jaunes. Il ne voulait absolument pas l'enlever. Si par malheur quelqu'un essayait de le retirer, ou s'il venait à le perdre de son visage, il entrait alors dans une rage noire et n'hésitait pas à tuer quiconque se trouverait sur son chemin. Le lendemain de ces meurtres, il fut surnommé le Croque-Mitaine ou encore Rabbit Head par les journaux du coin. Les habitants de Rainfield étaient tous sous le choc d'entendre les méfaits produits par un garçon qu'ils connaissaient tous très bien. Brian avait la réputation d'être un enfant jugé trop calme et trop solitaire. Il ne parlait à personne. Il n'aimait pas être entouré de plusieurs personnes, comme les fêtes, les baptêmes ou encore les mariages. Il ne se sentait pas à l'aise dans ce genre d'endroit. Arrivé à l'adolescence, son comportement avait beaucoup changé. Il devenait de plus en plus renfermé. Il avait des problèmes de harcèlement au lycée. Il était traité de mec bizarre par ses autres camarades. Un certain Ryan Anderson était souvent l'investigateur de ces brimades. C'était un jeune garçon blond qui avait une réputation de meneur. Il était un peu le beau gosse du lycée, l'éternel intouchable, car il était aimé de toutes les filles du bahut. Mais un jour, son arrogance aura eu raison de sa vie. Alors qu'il était seul en pleine rue, il croisa Brian, arrivant dans le sens inverse. Il portait son fameux masque de lapin. Ryan commença à se moquer de lui et à le pousser. Brian ressentait toute cette frustration, accumulée pendant des années. Il poignarda son tourmenteur dans le ventre avec un énorme couteau de cuisine qu'il avait volé à un étudiant en cuisine. Ryan tomba au sol. Il rampa en suppliant son agresseur de l'épargner. Brian s'agenouilla sur le dos de sa victime, puis il lui empoigna une touffe de cheveux. Puis Ryan se mit à s'exclamer « Je suis désolé !» Il n'eut aucune pitié pour lui. Il lui trancha la gorge. Il partit, laissant sa victime se noyer dans son sang. Mais avant de partir pour de bon, il prit soin de laisser le couteau sur place. Étant donné qu'il portait des gants, il ne laissa aucune empreinte sur le manche de l'arme. Le cadavre de Ryan sera retrouvé quelques heures après son assassinat. Brian ne fut pas inquiété en tant que suspect. Le propriétaire du couteau
un certain Ludwig Régnier, fut inculpé pour le meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité quelques semaines plus tard, malgré ses nombreuses défenses. Cette histoire d'homicide, Mick la connaissait très bien, car lui et le shérif eurent enquêté et il commençait à avoir quelques soupçons sur Brian, sans jamais vraiment l'avouer. Alors que Brian attendait dans la salle d'interrogatoire, la tête baissée, les mains attachées, Mick et le shérif Eli se tenaient juste derrière une vitre. Mick avait le casier de Brian entre ses mains robustes. Le shérif s'exclama. « Il n'a pas bougé depuis son arrivée. Il parle pas. Il ne fait que grogner et respirer très fort. Je commence à croire qu'il est devenu complètement taré. Il serait devenu fou du jour au lendemain? C'est impossible. Il a dû lui arriver quelque chose. Peut-être, mais il n'est pas décidé à parler. Moi, je vais te le faire parler, t'inquiète pas. » Mick entra dans la pièce. L'ambiance était pesante. Une sensation étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il était mort d'angoisse. Il avait peur que Brian se lève d'un coup et qu'il lui saute à la gorge, comme un animal sauvage. Mais il se ressaisit. Après tout, il était attaché, donc aucune raison d'avoir peur de lui, se dit-il. Il s'assit juste devant lui. Brian se mit d'un coup à réagir. Il leva doucement sa tête et le fixa à travers les yeux de son masque. Mick était effrayé. Il pensait que ce qu'il avait devant lui n'était plus humain. On aurait dit un pantin sans vie, un homme dénué de tout sentiment. Il jeta le dossier à sa gauche et entama la discussion. Si on m'aurait dit qu'un jour Brian Fury serait en face de moi pour une histoire de meurtre, je ne l'aurais jamais cru. Il ne recevait aucune réponse de sa part, juste de fortes respirations. Puis, il lui demanda « Pourquoi tu fais ça? Tu veux pas me répondre? Tu veux me faire croire que tu les as tous tués sans aucune raison ?» Mick continuait de lui poser des questions. Il continuait de le provoquer, mais Brian continua son silence. Le shérif et d'autres policiers regardaient de l'autre côté de la vitre. Ils eurent la même réaction que lui. Ils pensaient voir un vulgaire pantin, un être sans cœur ni remords. Mick tenta alors le tout pour le tout. Il ouvrit le dossier. Il s'arrêta sur un élément tragique qui réveilla son suspect. Il lui parla de la mort de sa mère biologique, Erika Winston. Brian leva son visage. Il poussa des grognements d'animaux terrifiants. Mick fit référence à l'horrible chose que son père avait fait subir à sa jeune mère. Il rapprocha son visage du masque et il s'exclama en haussant les yeux et en fronçant les sourcils. « Ton père avait trompé ta mère avec cette femme qui a survécu, et ensuite ta mère est morte, seule, suite à son chagrin. Peut-être que c'est à cause de ça que tu as décidé de les tuer, n'est-ce pas ?» Brian se leva de sa chaise, brisa ses menottes, et il se jeta sur Mick. Il s'empara de son cou en essayant de le tordre. Mick se débattait en le frappant au ventre avec ses pieds, mais Brian était beaucoup trop fort. Il le projeta contre la table. Elle se brisa en deux. Le shérif et deux autres policiers sortirent de leur pièce cachée et enfoncèrent la porte. Brian se tenait juste au-dessus de Mick, en lui serrant le cou. Le shérif se saisit de son fusil et donna un violent coup de crosse en pleine tête. Brian tomba des nues en arrière. Les policiers en profitaient pour se jeter sur lui. Ils en profitèrent pour le menotter. Ils l'emmenèrent en cellule, enfermé à double toit. Le shérif ramassa son adjoint. Il l'attrapa par le bras afin de l'aider à se relever. « C'était très imprudent de ta part. Si nous n'étions pas intervenus, il t'aurait sûrement tué. »« Ouais, mais... bon, sans doute, mais maintenant on a assez de preuves pour le juger. Il finira sa vie derrière les barreaux. » Quelques jours plus tard, Brian Fury fut jugé au tribunal de Rainfield et fut condamné à la réclusion à perpétuité avec un suivi psychiatrique. Il fut enfermé à la prison du comté dans une cellule avec une sécurité maximum. Il n'avait pas le droit de sortir. Ses repas étaient proposés avec une petite ouverture installée dans la porte. Il devait manger avec des couverts en plastique afin d'éviter toute tentative de meurtre avec des couverts en fer. Toutes les précautions étaient nécessaires afin d'éviter une éventuelle évasion de sa part. L'affaire Rabbit Head
fut devenue une véritable affaire criminelle connue dans le monde entier, même après 5 ans d'existence. Tous les journaux et autres chaînes d'information ne voulaient plus qu'une chose, une interview avec le fameux tueur. Ce qui arriva un jour. Dans un appartement non loin du Times Square à New York, une journaliste du nom de Michelle Loomis se réveilla de son sommeil. C'était une belle jeune femme latino aux longs cheveux noirs, portant une paire de lunettes lorsqu'elle travaillait pour ses articles de presse. C'était une femme qui vivait seule depuis son divorce avec son premier mari. C'était surtout une femme qui ne vivait que pour son travail. Elle avait pour habitude de se lever tous les jours vers 8h30 pour se rendre à son travail. Plus précisément au USA Time, un journal créé quelques années avant le fameux New York Times. Elle arriva à son travail vers 9h. Autour d'elle, ses collègues s'installèrent à leur bureau. Un grand homme aux cheveux bruns et habillé d'un costume gris s'avança vers elle. Elle le remarqua et il s'exclama. « Ça va, Michel ? Salut, Johnny, ça va ? Ouais, ça va super. Le patron veut te voir en urgence. Pourquoi ? Je sais pas, il paraît que c'est important. » Michel reprit son sac et se dirigea au bureau de son patron. Elle monta jusqu'au 5e étage et avança jusqu'au fond du couloir. Elle s'avança jusqu'à une porte avec une grande vitre avec le nom du patron, Monsieur Charles Lacroix. Elle tapa 3 fois à la porte et entra. Un vieil homme d'une 40aine d'années était assis sur un grand fauteuil de bureau. Il lisait le dernier article de son journal à l'aide d'une grande loupe. Dès qu'il vit Michel entrer, il lâcha sa loupe et il s'exclama. « Ah, Michel! Asseyez-vous, je vous prie. »« Pourquoi vouliez-vous me voir » demanda Michel en s'asseyant. « Nous avons enfin reçu l'autorisation pour avoir une interview avec Brian Fury, alias Rabbit Head. »« Vraiment ? » ?»« Oui, et c'est vous que j'ai choisi pour aller à Rainfield. Est-ce que vous acceptez ? » Oui, bien sûr, j'accepte. Quand est-ce que je pars ? Demain à la 1re heure. Le shérif s'occupera de vous accompagner lors de votre entretien. Michel était heureuse de recevoir l'honneur de diriger cette interview importante. Elle partit pour Rainfield le lendemain de son annonce. Elle eut exactement 3 heures de route avant d'arriver à destination. Elle gara sa voiture sur le parking de la prison. Elle se dirigea vers l'entrée, où elle fut accueillie par Mick Jackson, qui est devenu le shérif de Rainfield entre-temps. « Vous êtes journaliste pour l'interview ? » ?»« Oui, et vous devez être le shérif actuel ? » ?»« Exactement, veuillez me suivre. » Mick l'accompagna jusqu'à l'entrée. Elle dut subir une fouille afin de vérifier si elle ne transportait pas d'armes ou quelque autre objet dangereux. Elle traversa un long couloir rempli de cellules. En chemin, Mick lui raconta la procédure en ce qui concerne ce prisonnier. Brian est le plus imprévisible des taulards. Il est enfermé dans une cellule d'isolement car c'est impossible de lui mettre un co-détenu. Qu'est-ce qui est arrivé à son dernier co-détenu ? Une bagarre a éclaté. Il l'a égorgé. Votre entretien se passera dans une allée à l'écart. Je vous accompagnerai avec 2 gardiens. Vous n'aurez rien à craindre. Mick ouvrit la porte de la salle d'interrogatoire. Michel dirigea son regard vers la table et vit Brian assis sur une chaise. Il portait toujours ce masque terrifiant, avec la tenue orange des prisonniers. Après toutes ces années, Brian mesurait 2 mètres pour 150 kilos, un véritable colosse vivant. Il avait la tête baissée jusqu'à ce qu'il vit Michel et Mick entrer. Il leva doucement la tête et les fixa pendant de longues minutes. Michel ressentit une grande peur émanant de lui. Du plus profond de son corps, elle n'osait pas bouger, ne serait-ce que le moindre pas. Mick lui chuchota à l'oreille que tout allait bien se passer. Elle ne devait pas lui montrer quelques signes de peur. Il avait les mains attachées dans le dos, il ne pouvait donc pas les utiliser. Elle se ressaisit, elle se dirigea vers la table, elle prit la chaise et le salua. « Bonjour, monsieur Fury, je suis Michelle Loomis. Je suis journaliste et je suis venu pour vous poser quelques questions. Ça ne vous dérange pas si je filme notre entretien ?» Elle sorta un caméscope de sa poche et le posa juste devant elle.
Mais disons que, comment dire, Brian était un peu gêné de voir cette caméra face à lui. Enfin, pas gêné dans le sens très énervé, mais plutôt dans le sens assez confus. Mais comme à son habitude, il ne prononça pas un mot. Loin de se décourager, elle lui posa tout un tas de questions. Pourquoi avez-vous commis cet acte? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi ne pas avoir tué votre sœur et votre belle-mère ce soir-là? Brian ne répondit à aucune de ces questions. Michel commençait à désespérer. Elle se doutait que cette interview était inutile. Mick se dirigea à son tour vers la table. Il frappa violemment avec son poing et cria: Réponds! Ça va faire 5 ans que tu ne prononces aucun nom! Alors parle! Brian ne répondit toujours pas. Mick et Michel allaient quitter la pièce, quand d'un coup, Brian se mit à rire. Mick entendit sa voix pour la première fois depuis des années après son arrestation. Puis alors, il s'exclama, avec des mots incompréhensibles, mais très clairs. Tâche pas terminée, je vais les saigner. Michel avait toutes les informations nécessaires. Elle sortit de la pièce avec Mick, laissant Brian continuant de rire. Elle remercia Mick pour cet interrogatoire avant de monter dans sa voiture. Elle baissa sa vitre et Mick lui proposa un rendez-vous, ce qu'elle ne déclina point. Ils se donnèrent rendez-vous à un petit restaurant local de Rainfield pour exactement 20h50. Le soir même, Brian était assis sur le lit de sa cellule. Il semblait agité. Il se balançait d'en avant en arrière en fredonnant un petit air musical. Puis il entendit 2 gardiens venant vers lui. Ils discutaient entre eux. Ils parlaient de lui. L'un d'entre eux évoqua le nom de sa petite sœur et de sa belle-mère. Selon ce gardien, ces 2 personnes vivraient toujours à Rainfield, mais sous une autre identité. D'un seul coup, Brian se révolta dans sa cellule. Il se mit à frapper partout et à hurler comme un fou. Les gardiens entrèrent pour le calmer. Ils lui hurlèrent de se calmer s'il ne voulait pas se prendre des coups de matraque. Le premier gardien sortit sa matraque télescopique, prêt à le frapper. Au moment où il tenta son attaque, Brian réussit à rattraper l'arme à main nue. Il le projeta contre un mur. Il s'empara ensuite du cou du deuxième. Il l'étrangla si fort. Puis il s'empara de son taser. Il visa l'intérieur de la bouche. Le deuxième gardien se retrouva pris de convulsions. Ensuite, il reprit son attention vers le premier. Il empara la tête du gardien et la fracassa contre les barreaux de sa fenêtre. Il poussa si fort jusqu'à ce qu'elle se fît écraser entre les barres de fer. Une véritable bouillie de tête humaine. Il se retourna vers le deuxième, s'empara de son arme de service et d'un oreiller. Il posa l'oreiller sur la tête de sa victime et tira un coup de feu. La détonation n'était pas aussi bruyante que prévu. Elle était si silencieuse que aucun autre gardien ni aucun autre détenu n'aurait pu l'entendre. Étant donné que la cellule de Brian était éloignée de toutes les autres, c'était un avantage considérable. Brian se dirigea vers un couloir menant à un bloc opératoire, après avoir volé les clés de la prison. La prison possédait son propre bloc opératoire pour guérir les blessures profondes. Il n'était pas rare qu'il y eût des blessures au couteau ou même des blessures graves devant être amputées. La prison possédait son propre bloc opératoire pour la simple et bonne raison que cela évitait d'envoyer les prisonniers à l'hôpital et donc ainsi éviter toute tentative d'évasion. Dans le bloc, il y avait un infirmier qui nettoyait les ustensiles avec son casque sur les oreilles. C'était un jeune homme d'origine mexicaine qui venait tout juste de décrocher son premier emploi après être sorti de l'école. Brian entra dans le bloc sans faire un seul bruit. Avec sa musique sur les oreilles, le garçon ne l'entendit pas entrer. Brian se positionna derrière lui. Il prit un scalpel, le retourna violemment et d'un seul coup il lui trancha la gorge. Par la surprise, le garçon mit ses mains à la gorge, mais il était trop tard. Sa tête tomba dans l'évier, et son sang se mit à couler comme de l'eau sortant.
Brian prit un trousseau de clés dans la poche de sa victime, contenant ses clés de voiture. Il réussit à sortir de la prison après avoir tué 3 personnes. En se dirigeant vers le parking, il appuya sur le bouton et elle lui montra une Ford Focus noire. Il entra dans la voiture, la démarra et il partit en direction de Rainfield pour finir ce qu'il avait commencé il y a 5 ans. Pendant ce temps, Mick était au restaurant avec Michel. Leur premier rendez-vous se passait plutôt bien. Ils se racontèrent leur vie, où ils avaient grandi, ce qu'ils faisaient dans la vie. Tout ce que 2 personnes pouvaient se raconter lors d'un premier rendez-vous. Puis Michel lui demanda: « Est-ce que tu connaissais les victimes de Brian Fury ?» « Oui, je les connaissais très bien. Son père était un homme simple, il avait perdu sa femme d'un cancer. Il s'est remarié avec Marjolaine et ils ont eu Gabriel et Océane. » « Quel était votre lien avec eux ? » « Marjolaine est ma meilleure amie. Du jour au lendemain qu'elle m'avait avoué avoir une liaison avec un homme marié, je n'aurais jamais cru qu'il s'agissait du père Fury. Il trompait sa femme ? Oui, alors qu'elle était en phase terminale d'un cancer du poumon. Tu crois que ce serait à cause de ça que Brian aurait commis ce meurtre ? Je ne sais pas, mais c'est une éventualité. Enfin, du moins, nous n'avons rien qui puisse le prouver. Puis, il lui demanda à son tour: « Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? » « Ah, moi, je n'ai pas voulu être journaliste, je voulais être policière. »« Vraiment ? » ?»« Oui, mais j'ai raté l'examen d'entrée. »« Vous auriez été à Rainfield plus tôt, vous auriez été accepté, nous manquons cruellement de policiers. »« Je suis certes journaliste, mais je sais surtout me servir d'une arme. Mon grand-père était un ancien vétéran de l'armée. Et vous, comment êtes-vous devenu shérif ? » « Suite à la démission de l'ancien. Après le drame, il n'a pas supporté la couverture médiatique, et j'ai repris sa place. Depuis, je fais tout pour que Brian ne s'échappe pas. » Le rendez-vous se termina vers 20h30, pile à l'heure où le restaurant ferma ses portes. Mick accompagna Michel jusqu'à l'hôtel, puis repartit jusqu'à chez lui. Le lendemain matin, Mick dormait dans son lit quand son téléphone se mit à sonner. Encore fatigué, il prit son téléphone et décrocha. « Allô ? Mick, tu dois venir tout de suite !»« Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Il s'est échappé ! Tu dois rappliquer, vite !»« Quoi ? Attends, je comprends rien, qu'est-ce qui s'est passé ? » ?»« Brian !» Mick se réveilla d'un seul coup. Il raccrocha son téléphone et s'habilla aussi vite que possible. Il se rendit à la prison du comté, le plus vite qu'il le pouvait. Il fut rejoint par Sam Bischoff, son shérif adjoint. Il sortit de sa voiture et se dirigea vers l'entrée. « Comment ça, Brian s'est échappé ?» demanda Mick à son adjoint. « Je n'en sais pas plus. C'est un gardien en passant devant la cellule. Il a vu ses collègues morts et il nous a appelés il y a 1 heure. » Mick était si énervé qu'il marcha rapidement jusqu'à la cellule. Sur son chemin, il vit le jeune infirmier transporté dans une civière par les ambulanciers. D'autres policiers étaient déjà sur les lieux et prenaient des photos de la scène de crime. Les 2 gardiens étaient morts allongés au sol, couverts d'un drap blanc. Le directeur de la prison arriva au même moment et Mick lui cria: « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Brian était agité et les gardiens ont voulu le calmer. Sauf qu'il a été plus malin qu'eux. Il les a tués et a volé l'arme de service de l'un d'entre eux avec les munitions qui vont avec. Puis il est entré dans le bloc et a égorgé Pablo avec un scalpel. Il lui a volé ses clés de voiture et il est parti. Vous le saviez pourtant qu'il ne fallait surtout pas le laisser entrer, ni le laisser sortir de sa cellule, pour éviter qu'il ne sorte justement. Mick était si énervé qu'il se retenait de s'en prendre au directeur. Il se mit à partir et demanda à son adjoint: « Où est-ce que tu vas ? Prévenir Marjolaine. Il compte finir ce qu'il a commencé. » Mick courut jusqu'à sa voiture et se dépêcha de retourner à Rainfield. Il faut savoir que pendant ces 5 dernières années, Marjolaine et sa fille avaient refait leur vie, malgré la mort de Gabriel et de son père. Marjolaine lui reprit son travail de secrétaire en soins dentaires et essaya d'oublier cette fâcheuse histoire. Pour son âge, Océane était une jeune et jolie jeune fille très intelligente.
Elle était une très bonne élève pour faire plaisir à sa mère. Depuis cette soirée, elle était devenue très attachée à elle, à un tel point qu'elle voulait qu'elle l'accompagne toujours à l'école. Elle ne pouvait pas sortir de la maison avec des amis par peur que Brian ne revienne pour s'en prendre à elle. Ce jour-là, Marjolaine devait emmener sa fille à l'école. Elle termina d'enfiler sa jupe et appela sa fille qui dormait toujours. Océane se réveilla, puis elle s'habilla pour aller déjeuner. La jeune fille était encore clairement sonnée, mais elle devait se dépêcher, sinon elle allait arriver en retard. Les deux filles entrèrent dans la voiture et se dirigèrent vers l'école publique de la ville. L'école était assez plus grande pour une ville de ce gabarit. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves, mais l'éducation était irréprochable. Avant de sortir de la voiture, sa mère lui donna comme instruction de l'attendre à la fin des cours. Mère et fille avaient prévu d'aller au cinéma pour voir le dernier dessin animé à la mode. Océane sortit de la voiture, embrassa sa mère et partit pour l'école. Marjolaine sentit un coup de fatigue. Elle se secoua la tête et partit pour le cabinet dentaire. Pendant ce temps, Mick n'était plus très loin de Rainfield. Il roulait beaucoup trop vite et il essayait d'appeler Marjolaine sur son téléphone. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais elle ne répondait pas. Il n'arrêtait pas de tomber sur sa messagerie. D'un coup, l'un de ses pneus éclata. Il se mit à injurier. Putain, il manquait plus que ça, merde! Il poussa sa voiture sur le bas-côté de la route et tenta d'appeler une dépanneuse. Sauf que par manque de chance, son téléphone n'avait plus de batterie. Il remarqua un petit air de repos avec un petit snack routier. Il prit la décision de partir demander un téléphone. Le snack était assez petit et il ne devait sans doute pas y avoir beaucoup de clients en ces temps. Le snack semblait vide. Il n'entendait personne marcher ni même parler. Étrange. Le parking contenait une dizaine de voitures, mais il n'y avait pas de son. Il n'y avait que de la musique venant d'un vieux jukebox, passant un petit air d'Armstrong. En entrant, c'était une véritable vision d'horreur. Toutes les personnes sans exception étaient mortes. Au total, 12 personnes étaient mortes dans cette pièce. Certains avaient des balles dans la tête, d'autres avaient été tués à l'arme blanche. Il remarqua aussi que sur la porte, il y avait comme un manche à balai qui empêchait les portes de pouvoir s'ouvrir de l'extérieur. Il remarqua que l'une des victimes était en sous-vêtements. Mick voulut retourner à sa voiture pour prévenir ses collègues, sauf qu'il entendit des bruits de vaisselle qui se cassent contre le sol. Il sortit son arme de service et se dirigea lentement vers la cuisine. Il poussa la porte et braqua son arme devant lui. Il ne vit personne, mis à part 3 cuisiniers morts par coups de couteau. Il se retourna d'un coup et il le vit. Brian se tenait debout, un énorme couteau de cuisine dans la main droite et une arme à feu dans la main gauche. Il portait un sweat à capuche noire avec des gants noirs, un jean bleu et des baskets blanches. Mick tenait son revolver fermement devant lui, mais il sentit que celui-ci n'était pas en mesure de vouloir s'en prendre à lui. Il tenta la conversation, mais en vain. « Alors c'est vrai, tu as réussi à t'évader. Je sais ce que tu as l'intention de faire, mais je serai sur ton chemin. Compte sur moi. » Brian se mit à fuir, et Mick se mit à sa poursuite. Il lui tira trois balles, tentant de le toucher, mais il les rata. Brian monta dans sa voiture et fonça droit sur Mick. Il sauta. Mick eut le temps de sauter pile au moment où Brian faillit le percuter. La voiture s'encastra dans les vitres du snack jusqu'au mur porteur séparant la cuisine de la salle de restaurant. Mick ne bougeait plus d'un cheveu. Le croyant mort, Brian sortit de la voiture pour vérifier. Il le toucha à la tête avec sa lame de couteau, puis il piqua la joue et le front. Ne réagissant pas, Brian en conclut qu'il avait été tué. Il remonta dans sa voiture et recula en direction.
Puis, il prit la décision de repartir en direction de Rainfield. Mick se réveilla difficilement parmi les décombres. Il réussit à se déplacer vers le téléphone fixe du snack, posé tout droit sur le comptoir. Il en profita pour appeler le numéro de portable de son shérif adjoint. « Allô, Sam ? Oui, c'est qui ? C'est Mick. Mick, pourquoi tu m'appelles sur un numéro fixe ? Mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis tombé en panne sur la route. Tout va bien ? Non, j'ai croisé Brian. Il m'a foncé dessus avec sa voiture. Quoi ? Attends, j'arrive. Non, t'inquiète pas pour moi. Va à Rainfield et préviens Marjolaine. En ce qui concerne Brian, ce soir c'est la fête de la ville. On peut pas se permettre de laisser d'autres gens se faire tuer. Toi, tu t'occupes de Marjolaine et tu laisses Patrick s'occuper des patrouilles. Et toi, comment tu vas faire pour venir ? T'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Dépêche-toi avant qu'il soit trop tard. Sam raccrocha l'appel de Mick pour appeler Patrick, le deuxième shérif adjoint. Pendant ce temps, Mick réussit à se relever et à l'instar de Brian, il prit un trousseau de clés et prit la voiture de l'une des victimes. Malgré la douleur aux côtes suite à l'accident, il réussit tout de même à conduire jusqu'à Rainfield. À l'école, Océane écoutait le cours de sa maîtresse attentivement. Elle s'ennuyait terriblement. Elle tourna sa tête vers la fenêtre et regarda la rue. Il n'y avait rien d'intéressant à part des personnes marchant ou des voitures qui passent. Mais à un moment, son regard s'arrêta vers une personne en particulier. Un individu de grande taille portant un sweat à capuche noire avec des gants, un jean bleu et des baskets blanches. Son regard tourné vers cette personne de dos. Elle continua de le fixer longuement. Elle semblait connaître cette personne. Enfin, quelque chose au fond d'elle lui criait « Tu le connais !» Cette personne se retourna. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était Brian. Il se tenait debout dans la rue, vide de population. Ce masque qu'elle avait oublié refit surface. Elle se mit à hurler et à pleurer si fort que sa maîtresse arriva pour la calmer. Elle n'arrêtait pas de crier « C'est mon frère, il est revenu !» N'arrivant pas à la calmer, elle l'amena jusqu'à l'infirmerie de l'école. Océane faisait de l'hyperventilation. Elle respirait difficilement. Sa maîtresse n'eut pas d'autre choix que de téléphoner à sa mère. Marjolaine se trouvait sur son lieu de travail lorsqu'elle reçut l'appel de l'école. Elle demandait à sa collègue de la remplacer en attendant qu'elle puisse y répondre. Elle se rendit dans une salle éloignée du cabinet et décrocha. Oui, allô ? Allô, vous êtes bien la maman de Océane Fury ? Oui, pourquoi ? Il lui est arrivé quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, elle s'est mise à hurler et à paniquer par rapport à son frère. Je pense que vous devriez venir la chercher. J'arrive tout de suite. La mère raccrocha et se dirigea vers l'accueil. En chemin, elle croisa son employeur, le docteur Barton. Elle lui demanda qu'elle devait quitter le travail car sa fille avait un grand problème. En général, un patron aurait hurlé et refusé que son employé quitte le travail comme ça, juste pour s'occuper de son enfant. Sauf que le docteur Barton lui accorda son départ. Mais en échange, elle devrait travailler un petit peu plus longtemps le lendemain, pour rattraper ses heures perdues. Elle le remercia et partit en urgence. Pendant ce temps, Sam arriva au domicile de Marjolaine. Il ne savait pas que ce jour-là, Marjolaine travaillait malgré le jour férié. Il tapa à la porte, mais il n'y avait aucune réponse. Il s'obstina à taper, jusqu'à ce qu'il en eût marre et repartit vers son véhicule. Il entendit un énorme bruit, comme un meuble tombant sur le sol. Pensant que le pire venait d'arriver, il sortit son arme de service et enfonça la porte d'un coup de pied. Marjolaine vivait toujours dans la grande maison où a eu lieu le drame. Elle avait conservé toutes les anciennes affaires de son défunt mari et de son fils. Sam fouilla le rez-de-chaussée en passant par la cuisine et le grand salon. Il ne trouva rien et se précipita vers l'étage supérieur. Il entra dans la chambre de Océane et il remarqua un cadre cassé. Le cadre contenait une photo de la petite fille avec Brian sans son masque. Dès qu'il attrapa la photo pour mieux regarder,
il entendit comme un bruit de meubles qui bougent. Le bruit semblait venir de la pièce d'à côté. Il se précipita dans cette chambre. Il remarqua qu'une commode n'était plus plaquée contre le mur. Sur ce meuble, il y avait un journal intime, à la couverture noire et portant de nombreuses traces d'entailles de couteau. Intrigué par ce petit livre, il décida de l'emporter avec lui. En se retournant, Brian surgit du placard et le poignarda au niveau du torse. Malgré l'attaque surprise, Sam réussit à trouver la force de le repousser. Il fit tomber le journal de l'autre côté de la rambarde des escaliers et recula jusqu'à la balustrade. Brian sortit son revolver de sa poche et il lui tira une balle en pleine tête. Sam tomba en brisant la balustrade jusqu'à s'écraser contre le sol du rez-de-chaussée. N'ayant plus de munitions, il jeta l'arme au sol et partit regarder le corps de sa victime flotter dans une mare de sang écarlate. Il descendit les marches, s'agenouilla et vola l'arme de service de Sam avec les munitions qui vont avec. Brian était dans la maison pendant que sa belle-mère et sa sœur... Mais en pensant les attraper, il se rendit compte que finalement il n'était pas là et il en profita pour tuer un autre agent de police. Peut-être pour faire taire les témoins, qui sait. En se dirigeant vers la cuisine, il vit une petite note sur le réfrigérateur. Il était écrit 21h, cinéma avec Océane. Il en conclut que les deux filles allaient se rendre au cinéma après l'école. Il sortit dehors en laissant la porte ouverte et prit la décision de traquer ses victimes prioritaires au cinéma. Alors que Brian se rendait au cinéma, Marjolaine venait tout juste d'arriver à l'école. Elle gara sa voiture sur le parking privé des employés, juste devant l'établissement, et se dépêcha de se rendre à l'infirmerie. Elle croisa son institutrice qui attendait juste devant la porte. « Madame Fury, comment va-t-elle » ? « Elle va un peu mieux. Elle était incontrôlable, mais elle s'est calmée juste peu de temps après que vous soyez arrivé. Elle s'est un petit peu endormie. » La porte de l'infirmerie s'ouvrit. L'infirmière de l'école était une jeune fille aux longs cheveux bruns portant une tenue blanche. Océane sauta dans les bras de sa mère et la serra très fort. L'infirmière lui conseilla de lui changer les idées et de prendre un rendez-vous avec un psychologue. Marjolaine remercia l'infirmière et l'institutrice, pile au moment où la sonnerie annonça la fin de l'école. Chose promise, chose due. Marjolaine emmena sa fille au cinéma. Pendant le trajet, sa mère lui demanda ce qu'il s'était réellement passé. Océane lui répondit qu'elle avait vu Brian, debout devant la fenêtre, la fixant longuement. Marjolaine ne voulait pas y croire. Elle ne croyait pas du tout que Brian aurait pu s'échapper de la prison de haute sécurité. Pour en être sûre, elle tenta d'appeler Mick sur son téléphone portable, mais elle tomba sur sa messagerie. Elle se disait alors qu'il devait être occupé, alors elle n'insista pas. Mais en réalité, Mick n'était pas occupé. Il marchait difficilement sur la route menant à Rainfield. La deuxième voiture qu'il avait réussi à subtiliser n'avait plus d'essence. Décidément, il n'avait vraiment pas de chance. À un moment, une voiture passa non au loin. Il la reconnut. C'était la voiture de Michel Loomis. En voyant Mick boitant sur le bord de la route, elle s'arrêta sur le bas-côté et lui fit signe de rentrer. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Brian s'est échappé. Il veut en finir. Il veut finir ce qu'il a commencé. On doit aller à Rainfield le plus vite possible. » Michel enclencha la marche arrière, puis repartit en direction de Rainfield. Comment a-t-il fait pour s'évader ? Il a tué 2 gardiens et un infirmier avant de voler une voiture. Je l'ai croisé dans un snack où il a tué une douzaine de personnes. J'ai failli en faire partie. Comment ça ? Il m'a percuté avec sa voiture. J'ai eu beaucoup de chance. Et en ce qui concerne Marjolaine et sa fille, j'ai envoyé mon adjoint pour s'occuper d'eux. Le plus important est de retrouver Brian avant qu'il n'en s'en prenne à eux. Michel mit la gomme, tandis que Marjolaine et sa fille entrèrent dans le cinéma. Sauf que les deux filles n'étaient pas vraiment seules. Elles étaient suivies de très près par Brian qui avait réussi à retrouver leurs traces. Ne pouvant pas passer par devant pour des raisons évidentes, il passa par la porte arrière, un accès strictement réservé aux employés.
Il traversa les vestiaires pour se rendre dans la salle de cinéma. Dans la salle, il n'y avait pas beaucoup de monde. Océane et sa mère se trouvaient sur des sièges situés au centre de la pièce pour avoir une meilleure vue du film. Pendant que le film tournait, un homme se trouvait derrière le fond blanc pour gérer le vidéoprojecteur. C'était un homme barbu, d'une trentaine d'années, habillé en salopette avec un t-shirt blanc. Il portait un casque audio sur les oreilles en écoutant un morceau de jazz. Il était assis sur un tabouret en regardant également le film. Brian apparut juste derrière lui, avec un fil de fer dans la main. Il marcha très lentement et se mit à l'étrangler. L'homme se débat du mieux qu'il peut, mais il était beaucoup plus fort que lui. L'homme mourut asphyxié avec la gorge écrasée. Cependant, la lutte entre Brian et sa victime pouvait être aperçue de l'autre côté, grâce à la lumière du vidéoprojecteur. Les personnes présentes dans la pièce virent la lutte. Marjolaine était paniquée. Elle agrippa sa fille par le poignet et commença à sortir de la pièce. Brian attrapa le corps de sa victime qu'il venait tout juste de tuer et il le balança à travers le fond blanc. Les clients paniqués se mirent tous à fuir dehors. Marjolaine ne voulait pas y croire, mais c'était bien ça. Elle était horrifiée. Brian était de retour. Pour sauver son enfant, elle se mit à courir vers la sortie. Une fois qu'elle eut aperçu sa mère et sa petite sœur, il se mit à marcher aussi vite que possible vers eux. Arrivé dehors, Mick remarqua Marjolaine et les clients sortir en trombe du cinéma. Il sortit de la voiture et leur hurla de venir. Marjolaine remarqua Mick leur faire signe de la main. Elle attrapa sa fille par le poignet et se mit à courir en direction de la voiture. Au même moment, Brian sortit du cinéma et fixa la voiture. Il sortit l'arme à feu qu'il avait volée et il se mit à tirer de nombreux tirs. 5 au total. Comme le monstre qu'il est, il réussit à mémoriser toutes les personnes présentes dans le véhicule. Quelle n'était pas sa surprise lorsqu'il vit Mick, qui était toujours vivant. Il se mit à marcher en leur direction, mais Michel démarra la voiture. Brian se lança à leur poursuite. Se sentant en sécurité, la pression redescendit. Marjolaine se mit à hurler. « Comment est-ce possible? Comment Brian peut être dehors? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? » « Je suis désolé, mon téléphone n'avait plus de batterie et Brian m'a percuté avec une autre voiture. » Comment avez-vous su que nous étions au cinéma? J'avais envoyé Sam pour te protéger, mais il était mort chez toi. J'ai vu une note sur ton frigo et je me suis précipité pour t'aider. Mais Sam avait ça derrière lui. Mick sortit le journal entaillé. Il n'en fallut pas plus pour que Marjolaine ne le reconnaisse. C'est le journal de Brian? Brian tenait un journal et tu ne m'avais pas prévenu? Je venais à peine de le trouver. J'ai lu tout son contenu, mais je sais pourquoi il nous en veut. Il nous reproche la mort de sa mère. Il compte se venger. Où allons-nous, maman? Chez moi. Vous serez en sécurité le temps que l'on attrape Brian, s'exclama Mick. Patrick nous attend là-bas. La voiture arriva au domicile de Mick. Une grande maison à 2 étages située à l'ouest de la ville. Patrick sortit de la maison avec 2 fusils à pompe. Tous sortirent de la voiture pour se diriger vers lui. « Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé ?» demanda Mick. « Oui, j'ai demandé à Stan et Kelly d'annoncer à toute la ville de se barricader et de patrouiller dans toute la ville. »« Parfait, on prend ta voiture et on trouve cet enfoiré. » Mick ordonna à Michel et à Marjolaine de rester dans la maison en attendant leur retour. Mick et Patrick entrèrent dans la voiture et partirent patrouiller en ville. La maison de Mick était sous surveillance. Il y avait 3 policiers présents sur les lieux. Eddie, un homme robuste avec une grande moustache, Jenny, une jeune recrue, et Martin, un jeune homme de 22 ans. Eddie était posé devant l'entrée de la maison. Jenny se trouvait dans la cuisine pour surveiller la porte arrière, et Martin était au premier étage. Marjolaine, sa fille, et Michel se trouvaient dans une chambre au 2e étage. Océane dormait sur un lit pendant que sa mère et Michel firent connaissance. Mick et Patrick avaient beau patrouiller dans toute la ville, il n'y avait aucune trace de Brian dans les rues.
Mick trouva que ce n'était pas normal. Au bout d'une dizaine de minutes de route, ils virent une voiture de police à l'arrêt, avec le gyrophare toujours en marche. Il descendit avec son arme et se dirigea vers la voiture. Il reconnut ses collègues, Stan et Kelly. Ils avaient tous les deux une balle logée dans leur tête. Mick prit peur et retourna dans la voiture avec Patrick. Il lui hurla de se diriger vers sa maison, le plus vite possible. Il avait un mauvais pressentiment. Et autrement dit que ce mauvais sentiment était bien réel. Les trois policiers continuèrent leur ronde. Jenny prit la décision de sortir dehors. Elle attrapa sa lampe torche et fouilla à l'arrière-cour. En tournant sa lampe vers les fougères, elle entendit comme quelque chose qui se déplaçait dans les buissons. Elle sortit son arme et la braqua à leur niveau. Elle avança lentement. Et arrivée au niveau des buissons, Brian surgit d'un coup et lui fracassa le crâne à coups de hache. Elle tomba à genoux. Elle n'eut même pas le temps de respirer. Il abandonna la hache pour utiliser un couteau de cuisine. Il entra facilement dans la propriété. Eddie était assis dans un fauteuil en regardant la porte d'entrée. Brian se dissimula derrière lui et lui planta sa lame dans la nuque. La lame traversa le coussin du fauteuil pour transpercer l'intégralité de sa gorge. Le pauvre policier se vida de son sang. Il lui trancha la jugulaire. Michelle ressentit une envie pressante. Elle sortit de la chambre pour descendre au rez-de-chaussée afin d'accéder aux toilettes. Sur le coup, elle ne remarqua point Eddie mort dans le fauteuil. C'est en sortant des toilettes qu'elle vit du sang imbiber son cou. Elle poussa un horrible hurlement de terreur. Puis là, dans la pénombre, Brian apparut devant elle, couteau à la main. Au même moment, Martin descendit pour lui faire face. Une bataille entre les deux hommes commencèrent. Michelle en profita pour remonter jusqu'à la chambre pour prévenir Marjolaine et Océane. Elle entra en trombe, claquant la porte derrière elle. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Marjolaine. « Il est là, on doit fuir !» Il n'en fallut pas plus à Marjolaine pour réveiller Océane et commencer à partir. Alors que les femmes commencèrent leur fuite, Martin continuait sa lutte contre Brian. Le problème était que Brian était beaucoup plus fort que lui. Un homme de 2 mètres, pesant 150 kilos, contre un petit freluquet qui devait peser 75 kilos avec sa gourmette, il n'avait aucune chance. Il réussit à maîtriser son adversaire et le lança contre un mur. Brian attrapa la gorge de Martin et le lança de nouveau, mais cette fois-ci vers les escaliers. Martin se releva difficilement et monta rapidement à l'étage supérieur. Il ne marchait même plus comme un homme. Il rampait comme un animal en se tenant fermement la gorge. Alors que Brian avançait lentement vers lui, en montant les marches, les filles descendirent et vinrent le malheureux. La mort de Martin. Brian l'attrapa, lui trancha la gorge, et il le jeta par la fenêtre. Martin s'écrasa contre le sol, en se vidant de son sang. Michel cria alors aux filles de monter au grenier le plus vite possible. Brian tourna sa tête vers eux et se mit en chasse, comme le prédateur qu'il est devenu. Michel ouvrit la porte menant au grenier, et une fois que tous passèrent, elle barricada la porte avec une vieille armoire et quelques chaises. Brian donna des coups puissants dans la porte, essayant de la détruire. Il était si frustré qu'il hurlait comme un animal enragé. Michel ouvrit la fenêtre. Elle regarda jusqu'en bas et remarqua que la gouttière descendait jusqu'au sol. Elle leur cria de descendre, mais Marjolaine avait trop peur du vide. Elle avait peur que la gouttière ne tienne pas contre le mur et qu'elle s'écrase au sol. Mais au moment où Brian défonça enfin la porte, Marjolaine sauta et s'agrippa sur la gouttière. Pour lui laisser le temps de descendre, Michel tenta de retenir Brian. Elle avait sa main tendue devant elle, Océane se tenait juste derrière elle. Brian eut comme un moment d'hésitation. Elle tenta alors de le raisonner, malgré que ce soit peine perdue. Mais il fallait absolument laisser du temps à Marjolaine. Elle recula lentement vers la fenêtre tout en lui parlant. « Brian, écoute-moi,
Je sais pourquoi tu fais ça. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta mère, mais Marjolaine et Océane ne sont pas responsables de cette tragédie. Il n'est pas trop tard pour arrêter. Brian devint encore plus énervé qu'il ne l'était déjà. Il marcha vers Michel et lui empoigna le cou. Il la lança contre une vieille bibliothèque. Le choc était si violent que le meuble se brisa sur le coup. Puis, il se dirigea vers la gouttière où se tenait Marjolaine. Avec sa force, il la poussa de toutes ses forces, et avec le poids de Marjolaine, elle se décrocha du mur. Elle s'écrasa contre le sol. Elle ressentit une violente douleur dans le dos, une douleur si intense qu'elle en versa quelques larmes. Au même moment, Mick arriva avec son collègue. Il vit Marjolaine se tordre de douleur. Il courut en sa direction et lui demanda « Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont Michel et Océane ?» Mick leva les yeux vers la fenêtre de son grenier. Il vit Brian les fixant du regard. Il attrapa Océane qu'il posa sur son épaule avant de disparaître. Mick cria à Patrick de rester là pour la surveiller. Il sortit son arme de service et courut jusqu'à chez lui. Il monta les escaliers jusqu'à arriver dans le grenier. Brian n'était plus là. Il n'y avait que Michel. Mick l'aida à se relever et lui demanda « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Il a réussi à entrer. Il l'a emmené. » Brian avait réussi à enlever Océane, mais où l'avait-il emmené? Mick réfléchissa à une chose. Il sortit le journal de son uniforme et feuilleta les pages. Il ne trouva aucune indication sur les réelles motivations de Brian, mais il y avait une indication qui pourrait mener peut-être à son prochain but. Il y avait écrit « Réunir famille ». Il eut une idée un peu saugrenue. Il leva Michel et l'aida à descendre jusqu'en bas. Il se dirigea vers Patrick et Marjolaine pour leur donner son idée de l'endroit exact où pourrait se trouver Brian. Il pensa au cimetière de la ville. La tombe de son père et de son frère se trouvait là-bas. Est-ce que cela avait un rapport avec cette note? Réunir la famille? Mick voulait y aller seul, mais Marjolaine insista pour venir avec lui. Elle voulait sauver sa fille, quel qu'en soit le prix. Michel et Patrick se décidèrent à l'accompagner. Ils savaient parfaitement que Mick ne s'en sortirait jamais seul. Mick accepta à contre-cœur et ils se dirigèrent vers la voiture. L'intuition de Mick était bonne. Brian se trouvait bien au cimetière avec sa petite sœur. Il se dirigea vers deux tombes portant l'inscription Fury. Mais juste à côté d'eux, il y avait une autre tombe portant le même nom, sauf qu'elle était creusée et le cercueil était à libre. Océane se réveilla d'un coup en hurlant. Brian la lâcha contre le sol et la pointa avec son revolver. Il lui fit comprendre qu'elle devait descendre dans la tombe. Océane descendit très lentement, avec les larmes et la peur aux yeux. Il lui fit comprendre qu'elle devait ouvrir le cercueil. Océane ne voulait pas l'ouvrir, mais Brian lui fit un tir de sommation. Il lui fit comprendre que le prochain tir sera pour elle si elle ne lui obéit pas. Elle se décida à l'ouvrir. Dès l'ouverture, une odeur pestilentielle se dégagea du cadavre squelettique. Des rats s'en échappaient. C'était une horreur. Brian la pointa une nouvelle fois avec son arme et lui fit signe de monter sur le cercueil. Océane monta sur le cadavre, dégoulinant de fluide. Elle se mit à vomir de dégoût. Brian rechargea son arme, et au moment où il allait lui tirer dessus, Mick se mit à hurler « Plus un geste !» Brian se retourna. Il vit Mick et Patrick le braquer avec des fusils. Marjolaine et Michel se tenaient juste derrière eux. Elles aussi avaient des armes à feu. Il se retrouva piégé. Il sauta dans le trou pour attraper Océane et l'utilisa comme otage. Mick lui cria de la lâcher, mais Brian ne voulait rien entendre. Il se mit à grogner comme un chien enragé, en forçant son canon sur la tempe de sa sœur. Ils se retrouvèrent coincés, dans une situation très délicate. Brian avait un otage. Comment faire pour l'arrêter? Océane lui mit un énorme coup dans le ventre. Brian recula de douleur et lâcha sa petite sœur. Mick lui hurla de se baisser. Océane se jeta contre le sol et une pluie de plomb plombèrent Brian. Il se prit une trentaine de balles touchant le torse, les bras et les jambes.
il en perdit son masque et tomba dans le trou, juste à côté du cercueil de sa défunte mère. Océane se mit à courir vers sa mère. Marjolaine pleurait de joie. Sa fille était vivante. Mick était assez mécontent d'avoir tiré sur Brian, mais il n'avait pas le choix. Il aurait sûrement continué son carnage s'il ne l'avait pas fait. Mick attrapa son talkie-walkie et annonça à toutes les patrouilles que le suspect a été abattu. La terreur qui pesait sur la ville venait tout juste de mourir. Sauf que d'un coup, Brian surgit du trou et tira une balle qui traversa la tête de Marjolaine. Mick se mit à hurler de colère et il lui tira à son tour 3 balles. L'une d'entre elles atterrit dans son épaule gauche, la deuxième dans sa poitrine et la troisième dans sa joue. Brian retomba une nouvelle fois dans le trou, juste à côté du cercueil. Dans un dernier souffle, il tourna la tête vers le corps de sa mère, et une larme s'échappa de son œil avant de pousser son dernier souffle. Marjolaine ne bougeait plus. Océane pleura la perte de sa mère. Michel l'attrapa dans les bras pour la calmer. Mick n'avait pas réussi à sauver son ami. Cette nuit-là sera sans doute la plus inoubliable de leur vie. Depuis cette horrible nuit, le corps de Marjolaine et de Brian furent emmenés à la morgue de l'hôpital de Rainfield. Michel repartit pour New York avec pour but d'écrire un article sur cette affaire et surtout sur cette soirée qu'elle a vécue. Quant à Océane, elle fut adoptée par Mick et continua sa vie comme avant. Mais il faut savoir que Mick eut beaucoup de compassion pour Brian malgré ses crimes. Il fit en sorte que Brian soit enterré auprès de sa mère. Enfin, jusqu'à ce que l'autopsie du corps soit terminée. Une chose est sûre, Rainfield aura besoin de beaucoup de temps pour oublier cette histoire. Mais l'ombre de ce tueur que l'on appelle Rabbit Head sera toujours associée à ce territoire. N'oubliez jamais cette histoire, vous qui un jour vous dirigez vers l'Arkansas. Peut-être que vous aussi, vous croiserez Rabbit Head, car qu'est-ce qui nous prouve qu'il soit réellement mort? Eh bien voilà, voici la fin de ma première histoire. Mais ne vous en faites pas, humains, ce n'est que la première d'une très longue série. Peut-être que nous reverrons Brian dans de nouvelles aventures, qui sait. Après tout, personne ne meurt pour de vrai. Ou en tout cas, pas dans mon univers. À bientôt pour de nouvelles histoires.